Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier van der Maren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur mobilité, développement durable et énergie à la FEB, donc le patronat, la Fédération des entreprises de Belgique, et vous avez déposé hier un plan concernant la mobilité. Mais avant cela, je voudrais que vous réagissiez à ces commerçants du haut de la ville qui veulent peut-être porter plainte contre la région à cause de la gestion des tunnels et notamment de la fermeture du tunnel Stéphanie. Alors, quelle est votre position ? Vous les soutenez là-dessus ? Écoutez, j'ai entendu et je comprends tout à fait la situation et je dirais un petit peu l'amertume qu'il y a par rapport au fait de la dégradation de la situation en termes de mobilité à Bruxelles. Dans notre plan que nous avons présenté hier, comme vous l'avez mentionné, un des points phares est effectivement le maintien de l'infrastructure. C'est une question fondamentale. On a une infrastructure, utilisons-la et maintenons-la en état. On ne demande pas vraiment de construire beaucoup de nouvelles infrastructures, mais maintenir en état, premier point. Et deuxième point, certainement la rendre plus intelligente. Ça veut dire quoi, la rendre plus intelligente ? Pour une ville comme Bruxelles, c'est vraiment mettre des technologies autour de la mobilité pour, par exemple, fluidifier le trafic au niveau des feux de circulation. C'est s'assurer d'une meilleure communication entre le véhicule, l'infrastructure. Je pars de chez moi, je sais déjà que j'ai une place de parking qui est réservée. Via des nouvelles technologies, on peut également raccourcir la distance tout en gardant un très haut niveau de sécurité entre les véhicules, ce qui permet d'avoir plus de personnes sur la route et avec une fluidité beaucoup plus importante. Donc on devrait passer des tunnels délabrés aux tunnels intelligents. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, le gros point de votre plan, c'est cette taxe au kilomètre. Vous avez proposé de laisser tomber la taxe de circulation, c'est-à-dire la taxe qu'on paye, la taxe de mise en circulation qu'on paye au moment de l'acquisition d'un véhicule, et pour plutôt avoir une taxe variable, donc qui est fonction du nombre de kilomètres. C'est vraiment une idée forte pour vous, ce changement de philosophie de taxe. Oui, premier point, il y a beaucoup de points importants. Ce n'est pas le point phare, c'est l'un des points justement qu'on met en avant, c'est que ce n'est pas une mesure qui va résoudre les choses, mais un ensemble de mesures. Mais cette mesure-là est une mesure forte. Celle-là est revenue et ressortie très fortement dans la presse. On propose de passer à ce qu'on appelle une fiscalité plus intelligente, moins basée sur la possession du véhicule et plus sur l'utilisation. Et donc, comme vous l'avez mentionné, supprimer les taxes existantes sur la possession. L'utilisation, on entend par là se rapprocher un peu plus des coûts réels engendrés. C'est-à-dire qu'on a des coûts qui sont liés à l'infrastructure, pas besoin de le rappeler, je pense, on vient d'en parler, des coûts liés à la pollution, des coûts liés à la congestion. Et donc, on travaille à budget neutre, c'est-à-dire qu'on remplace cette taxation sur du fixe existante en la variabilisant. Et dans ce cas-ci, comment ça peut se faire ? Comment est-ce qu'on peut, comme ça, payer au kilomètre ? Comment on se rend compte de cela ? Eh bien, écoutez, ça se fait aujourd'hui, ça va se faire à partir du 1er avril pour tous les camions de plus de 3,5 tonnes. Ils ont ce qu'on appelle un unit on board avec vérification satellite et qui envoie une facture en fonction des routes, de la tarification, qui l'envoie directement alors aux camionneurs. Et c'est comme ça que ça pourrait fonctionner pour les automobilistes tout à fait. aussi ? On pourrait envisager ce genre de choses-là. Mais ce qui est important, c'est vraiment de variabiliser en fonction vraiment de liens qui sont des coûts. En cette matière, le CDH a déjà dit non, que c'était injuste, notamment pour ceux qui font beaucoup de kilomètres. Ceux qui vivent en province, ce n'est pas tellement le problème à Bruxelles. Mais enfin, on ne remplace pas une injustice par une autre. Non, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre notre proposition. C'est sorti dans la presse dans la taxe kilométrique, donc on paie au kilomètre. On paierait vraiment en fonction, comme je l'ai mentionné, de la pollution engendrée, des coûts d'infrastructure liés, mais également des congestions. Et donc je peux imaginer qu'au niveau d'une province telle que Luxembourg, à part peut-être pour aller vers Arlon où c'est fort embouteillé, ce facteur-là joue beaucoup moins dans la facture. Et donc on soit amené à avoir un certain équilibre. Et puis la question qu'on peut également se poser, c'est et si on reste comme on est dans la situation actuelle, vers où va-t-on ? Quel est le signal qu'on donne en termes de mobilité ? Donc voilà, il faut être complet. Une taxe qui est à l'utilisation, elle existe déjà, la taxe que l'on paye quand on paye des accises sur l'essence ou sur le diesel. Oui, mais à nouveau, par exemple, cette taxe-là n'est pas du tout en fonction de la congestion. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui est fonction d'un ensemble de mesures, mais vous avez raison de le dire. Donc en termes de consommation, il y a une sorte d'accise, l'accise existe, c'est une sorte de taxation effectivement sur la consommation. Et vous croyez que ça peut convaincre cette idée de taxation variable ? Mais écoutez, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire pour la mobilité de manière générale ? Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier et essayer d'être plus persuasif en la matière pour y arriver.
Alors il y a un autre élément dans votre plan qui est aussi à variable, à géométrie variable, je dirais, c'est ce qu'on appelle le budget mobilité. Donc c'est un peu le dossier des voitures de société. Les voitures de société, pour les entreprises, c'est très important. Certains partis les critiquent, quand même, parce que ça coûte cher. Vous soutenez cela, mais vous êtes prêt à aller contre le tabou, c'est-à-dire vous êtes prêt quand même à assouplir votre position et à créer un budget mobilité. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le budget mobilité ne concerne pas que les voitures de société, mais également d'autres employés qui y auraient droit. Mais en ce qui concerne la voiture de société, c'est vraiment offrir à la possibilité de celui qui possède une voiture de société, de diminuer peut-être son budget pour sa voiture même et de disposer à côté de ça de ce qu'on appelle une carte mobilité, c'est-à-dire une carte qui lui permet d'avoir accès, donc il y a un budget dessus, et avec ça, il peut avoir accès au train, tram, bus, métro, location de vélo. Et on va même jusqu'à dire, à nouveau pour des raisons de mobilité, on pourrait envisager que cette carte puisse payer le supplément que votre fournisseur, quand vous faites des courses au supermarché, vous facture pour la livraison à domicile. Ah oui, donc c'est très large et c'est quelque chose qui, selon nous, est de nature à améliorer la mobilité et à amener le propriétaire de la carte à faire des choix plus justifiés en fonction des trajets. En fait, c'est laisser un peu le choix à l'employé, à la personne, plutôt qu'à l'entreprise ou à l'État. Voilà, mais surtout en fonction de quel est le meilleur moyen de transport pour lui. Parquer sa voiture à ce parti. Aujourd'hui, on a une voiture de société. Et si venir en train pour finir est une solution, on ne le prend peut-être pas parce que ce n'est pas payé. Demain, on diminue un peu le montant pour sa voiture, mais on a son parking payé et son trajet de train payé, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que la voiture. Et ce qui a un intérêt également, peut-être en termes de fluidité, pour l'employé même, qui a peut-être plus facilement accès à Bruxelles et qui ne le fait pas aujourd'hui parce qu'il a justement une voiture. Et vous le disiez, ça concerne tout le monde, pas seulement ceux qui ont une voiture de société. Oui, donc il y a la question, évidemment, en tant qu'FEB, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tout le monde l'ait, qu'il y a un budget additionnel au niveau d'entreprise qui soit dégagé pour ça. Mais pour ceux qui ont aujourd'hui un autre système, ils pourraient rentrer dans le système de la carte et alors avoir une plus grande offre de services pour un budget équivalent. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait une vision globale de la mobilité. Parce que, je reprends, Jacqueline Galland a reçu vos 50 propositions. Elle est très contente. Elle dit même que ça correspond à ce qu'elle fait quand elle voit les autres ministres de la mobilité comme la semaine dernière. Est-ce que ça vous suffit, ce discours de dire, voilà, on se voit de temps en temps entre ministres de la mobilité ? On est très content qu'elle l'accueille favorablement. L'un des points qui est mis en avant dans notre plan, c'est vraiment l'aspect de gouvernance. Les compétences sont réparties. La Belgique est ce qu'elle est en la matière. Il est justement très important que tout le monde se regroupe autour d'une même vision pour justement pouvoir travailler ensemble, se mobiliser dans une même direction. Dans notre plan, il y a des mesures qui concernent aussi bien le fédéral que le régional, voire même le communal. Il y a aussi des compétences qui se situent au niveau communal. Et donc pouvoir rassembler tout le monde, et ça c'est le rôle aussi bien d'une ministre fédérale que des ministres régionaux selon nous, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. On conclut toujours en anglais « time to act now », il est vraiment temps de s'y mettre. D'agir. Et est-ce que la mobilité, c'est une problématique qui est vraiment un mauvais exemple en matière de difficultés constitutionnelles dans notre pays avec toutes ces compétences différentes ? Est-ce que c'est vraiment le secteur, vous suivez d'autres secteurs, vous, mais est-ce que c'est un secteur où on se rend compte vraiment de cette difficulté, de cette lasagne institutionnelle ? Je crois que dans un certain nombre de secteurs, on s'en rend compte effectivement. En énergie, on a aussi parfois des questions d'adéquation, d'avoir une même vision et de pouvoir mettre tout le monde en fait qui regarde dans la même direction. Et ça, c'est quand même, me semble-t-il, fondamental pour des secteurs tels que l'énergie ou la mobilité. Alors, il y a un autre secteur qui vous intéresse beaucoup au sein de la mobilité, c'est le rail. Donc, comment fonctionnent les trains ? Il y a pas mal de trains vides tout au long de la journée. Et là, vous avez des idées. Qu'est-ce qu'il faut faire au moment où il y a peu de passagers dans les trains ? Oui, donc on divise notre approche en deux approches. Le train est un outil merveilleux pour ce qu'on appelle la massification. Beaucoup de voyageurs sur des trajets très fréquentés. Le train est imbattable en termes économiques, en termes environnementaux. Par contre, effectivement, sur des lignes où il y a beaucoup moins de trajets, est-ce qu'on ne pourrait pas, donc on lance un appel à vraiment réfléchir à ce concept, de passer d'enlever les rails et toute l'électrification qui coûte également très cher des voies de chemin de fer, en remplaçant ça par des routes avec des bus. Des bus qui coûtent beaucoup moins cher à l'utilisation, qui peuvent éventuellement diminuer de taille avec des minibus, voire même des taxis vraiment tard le soir lorsqu'il y a vraiment très très peu de demandes. Et ça serait très intéressant et on peut même aller encore plus loin en disant voilà, à partir du moment où on a ces routes dédiées pour le transport
qui serait un remplacement du rail par du bus, on pourrait également apporter d'autres utilisateurs pourraient également utiliser ces routes, telles que par exemple, et promouvoir quelque part une nouvelle technologie, tout ce qu'on appelle automated ride, donc des voitures qui conduisent automatiquement, l'infrastructure est plus facilement adaptée, et via ce biais-là, on s'est peut-être attiré également de nouveaux projets pilotes en Belgique et de nouveaux business. Là, vous voyez à très très long terme. C'est ça une vision. Oui, mais aujourd'hui, le problème du rail, c'est le RER qui ne se fait pas, par exemple. Non, oui, mais le RER, à nouveau, ça, on est typiquement un RER. On est dans le premier exemple que j'ai cité, c'est-à-dire une massification, l'importance du train dans tous ces flux où il y a énormément de personnes et où on a, dans la vision, appelé et soutenu, bien sûr. Pour vous, c'est important que ce soit en ordre de marche le plus vite possible. Absolument. Et les idées de la SNCB de faire payer plus cher, par exemple, aux heures de pointe, est-ce que oui, ça c'est tout un débat, surtout dans la situation actuelle. Il y a vraiment plusieurs débats qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Je vais relever simplement 2 points. C'est qu'évidemment, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prisonnières, je dirais, des horaires de travail. On appelle à plus de flexibilité, ça c'est un autre point, la vision. Mais aujourd'hui, le NAFTA n'a pas tellement le choix. Et donc, quelque part, augmenter ses prix, il est captif. Donc, il va devoir payer plus cher. Dans beaucoup de cas, les systèmes mis en place, en termes de remboursement, incombe en grande partie aux employeurs. Et donc, une augmentation de coûts est également une augmentation du coût du travail. Donc, c'est l'entreprise qui va payer plus cher. Oui, pas dans tous les cas. Je dis bien dans certains cas, le 80-20, c'est typiquement 80% les employeurs qui paient, 20% l'État. Donc, vous n'êtes pas favorable à cette augmentation de prix qui est purement opportuniste, finalement. Je pense qu'il y a une stratégie derrière. Ça, on peut en parler, c'est un autre point. Je veux encore ajouter un point. Oui. Le risque qu'il y a avec cette augmentation de tarifs aux heures de pointe, c'est de reporter évidemment des nafteurs qui utilisaient le train vers d'autres modes tels que la voiture, ce qui n'est évidemment pas de nature à améliorer la mobilité. Alors parmi vos autres propositions, il y en a qui touchent aussi à la manière dont se passent les règlements de travail. Alors on voit qu'en France, c'est assez dur, toute la discussion sur le code de travail. En Belgique, ça grogne aussi, notamment quand on parle de livraison la nuit ou de flexibilité en matière d'horaire. Or là, c'est quelque chose que vous demandez pour améliorer la mobilité. Bon, il y a vraiment 2 aspects à ça. Premièrement, effectivement, les livraisons de nuit permettent effectivement de dégager des livraisons qui se passent parfois en heure de pointe. Et donc là, il y a vraiment un intérêt à le faire. Et puis, il y a tout l'aspect de travail de nuit. En Belgique, et ça a été mené toute une réflexion par rapport à l'e-commerce et la possibilité, via de nouvelles conventions de travail collectif, d'arriver à pouvoir permettre plus facilement le travail de nuit. Mais lorsqu'il n'était pas permis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait ? Vous savez qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent avoir tout de suite plus vite. On commande sur Internet, eh bien, ça ne va pas être souvent une entreprise belge qui vient se charger, mais on parle de Hollandais. Pourquoi ? Parce qu'à leur niveau, il y a plus de flexibilité et plus de possibilités. Et donc, c'est vraiment une question aussi économique. Comment positionner nos entreprises par rapport à d'autres entreprises qui ont des contraintes autres et parfois plus de flexibilité. Donc, c'est un enjeu vraiment de développement économique également. Et là, vous sentez les syndicats prêts à vous suivre? Écoutez, je constate qu'au niveau de l'e-commerce, il y a eu des avancées très importantes. Donc, j'insiste pour qu'on continue le travail en la matière avec les syndicats. Alors, vous sortez un chiffre dans cette étude-là qui dit que ça coûte 22 millions d'euros par jour, les embouteillages. C'est un chiffre de 8 milliards sur l'ensemble de l'année. C'est le CDE qui le mentionne. C'est énorme, ça, ce chiffre-là. Mais que de temps perdu, je pense. C'est énorme. Tout le monde peut réaliser le temps qui est perdu dans les embouteillages, à attendre dans sa voiture. C'est quand même vraiment un frein énorme pour l'économie. Donc ça veut dire que là, on a une matière première de financement. Si on arrivait à diminuer ce coût... en tout cas, en termes de productivité, certainement. Ça, je pense que c'est certainement le facteur qui peut jouer le plus. Avoir des gens qui arrivent facilement au travail, en termes également de qualité de vie pour tout un chacun. Merci d'être venu nous présenter ce plan, Olivier van der Marel. C'est moi qui vous remercie. À demain pour une autre interview.